Salut! Que savez-vous de la sauge? Excellente en cuisine, certes, mais connaissez-vous la formidable étendue de ses pouvoirs médicinaux, ainsi que toutes les légendes, les mythes et les croyances qui gravitent autour d'elle et ont contribué à faire de la sauge la plante des dieux? La sauge est vraiment fascinante, à bien des égards. Je vous propose aujourd'hui un voyage. Venez avec moi découvrir toute la poésie de cette plante, au travers de quelques histoires épiques et magiques, au doux parfum de sauge. Abandonnez-vous au contact de ces feuilles douces comme de la soie, pour un soulagement profond de votre corps et de votre esprit. Vous êtes prêts? Alors allons-y. La sauge est une plante herbacée aromatique communément employée en cuisine, ainsi qu'en médecine traditionnelle. Mais saviez-vous qu'elle était aussi largement entourée de légendes et de croyances à travers différentes cultures dans le monde? Le plus fascinant est qu'elles ont tout un point commun. Elles font de la sauge une plante magique et purificatrice, associée aux dieux, dans leur lutte contre les forces du mal. Les Romains de l'Antiquité connaissaient bien la sauge. Ils savaient l'employer en cuisine, tout aussi bien que nous, mais aussi en potions, en onguents, en tisanes ou en cataplasmes, car ils étaient tout à fait conscients de ses vertus médicinales. La sauge était partout, dans l'assiette pour commencer. Apicius, fin gastronome romain, célèbre pour ses livres de recettes antiques, dont le fameux De Re Coquinaria, nous apprend que la sauge se retrouvait fréquemment dans les plats de viande, les sauces ou les préparations à base de fromage, mais aussi dans le vin, pour en rehausser le goût. Les Romains avaient également connaissance des vertus médicinales de la sauge, qu'ils employaient pour guérir de nombreux maux, tels que les inflammations de gorge, les troubles digestifs ou les affections diverses de la peau. Tout ceci est parvenu jusqu'à nous grâce aux ouvrages de médecins fameux, Dioscoride et Galien principalement, qui dans leurs travaux respectifs De Materia Medica et De Simplicium Medicamentorum Temperamentis ac Facultabilis ont largement décrit les multiples usages médicinaux de la sauge et salué ses nombreux bienfaits pour la santé. Mais cela ne s'arrête pas là. La sauge avait également des connotations rituelles et symboliques pour les Romains. Sagesse, omniscience, longévité et protection contre la malchance, ces attributions étaient nombreuses. Nous avons historiquement trace de pratiques rituelles consistant à brûler la sauge comme un encens, à la fois pour purifier l'air et favoriser des visions claires lors de rituels divinatoires. Leurs cérémonies sacrées, en l'honneur de différents dieux et déesses, attestent de l'utilisation de la sauge en guise d'offrande, tout autant que comme vecteur de contact avec le monde divin. Car les Romains pensaient que le parfum de la sauge plaisait aux dieux, et tout particulièrement à Jupiter, le plus puissant d'entre eux, et que le fait d'élever vers les cieux ces senteurs délicates attirait son regard et suscitait sa sympathie. On disait la plante bénie par Jupiter en personne, et le recours à la sauge était ainsi tout naturellement lié à des cérémonies en son honneur. Mais il pouvait arriver que la sauge soit également rattachée à d'autres divinités, notamment Minerve, la déesse romaine de la sagesse et de la guerre stratégique. Cette association découle probablement du fait que la sauge, par sa capacité à clarifier l'esprit, était synonyme de sagesse et de connaissance absolue des choses. La sauge était aussi parfois associée à Apollon, le dieu romain du soleil, de la musique et de la poésie. Ce rapprochement pourrait provenir du fait que la sauge, améliorant mémoire, concentration et imagination, était l'ami des poètes, mais aussi des guérisseurs, puisqu'Apollon était également considéré comme le dieu de la bonne santé et de la guérison. Dans certaines régions de l'Empire romain, la sauge était davantage associée à Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Cette association pourrait être liée à la croyance selon laquelle la sauge serait aphrodisiaque et à la découverte de ses vertus thérapeutiques avérées sur l'appareil reproducteur féminin. Mais nous en reparlerons tout à l'heure.
les Grecs faisaient un usage sensiblement similaire de la sauge. Cuisine, médecine et rituels religieux, la sauge faisait donc partie intégrante de leur quotidien. Tout comme les Romains, les Grecs ont énormément écrit, et c'est une chance pour nous, car nous disposons ainsi de témoignages précieux quant à leur utilisation de la sauge et les pratiques rituelles ou croyances gravitant autour d'elle à cette époque. Ainsi, les œuvres littéraires grecques anciennes, telles que les poèmes d'Homère et les tragédies de Sophocle et d'Euripide, contiennent parfois des références à l'utilisation de la sauge dans la cuisine, la médecine et les rituels. L'archéologie nous a permis de découvrir, puis d'admirer de nos jours, de nombreux artefacts tels que des récipients préparatoires médicinaux, mortiers, pilons, couteaux, des ustensiles de cuisine, des flacons de parfum, des vases ou des plateaux à offrande contenant toujours des résidus de sauge, ce qui nous permet d'attester avec certitude de son emploi fréquent dans chacun des aspects de leur vie. Les anciens Grecs utilisaient tout d'abord la sauge à des fins médicinales. Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine moderne, recommandait la sauge pour ses propriétés curatives. Ces textes fournissent des détails précieux sur les propriétés médicinales de la sauge et les affections pour lesquelles elle était utilisée. Ils avaient donc recours à cette plante pour traiter chacune des inflammations corporelles, articulaires, stomacales, musculaires ou cutanées. Tout type de crampes pouvait être soigné avec de la sauge. Les maux de gorge, les troubles menstruels, la fièvre, les maux de tête et les vertiges également. Chez les Grecs, la sauge était en outre consommée comme tonique générale, pouvant aider l'organisme à lutter contre les infections ou la fatigue. Ils mâchaient ses feuilles, les infusaient, en faisaient des gargarismes, des cataplasmes ou des potions. Par conséquent, la sauge n'avait vraiment aucun secret pour eux et leur servait sous toutes ses formes. Ainsi, la sauge servait à protéger les hommes, mais aussi à les guérir. Bien que nous n'ayons pas de preuves concrètes attestant du rapprochement entre elle et Asclépios, le dieu de la santé et de la médecine, nous pouvons toutefois supposer que la sauge fut justement associée à son culte et employée dans ses temples à des fins divinatoires. La sauge était également utilisée en cuisine. Les Grecs l'ajoutaient à leurs plats pour leur donner de la saveur. Elle aromatisait avec subtilité les viandes, les soupes ou les sauces. Le vin et le miel bénéficiaient aussi de ces senteurs. Les preuves des utilisations culinaires, médicinales et rituelles de la sauge chez les Grecs de l'Antiquité proviennent d'une variété de sources, notamment des textes historiques, des écrits médicaux, des œuvres littéraires, des artefacts archéologiques et des observations sur les pratiques traditionnelles persistantes dans les régions méditerranéennes. Mais en plus de ses utilisations médicinales et culinaires, la sauge avait également une importance rituelle toute particulière. Elle était brûlée, sa fumée étant considérée comme ayant le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de purifier l'atmosphère de toute négativité. De plus, on lui prêtait la capacité de repousser les daimones, esprits féroces de la nature ou de la psyché humaine, les érini, sorte de furie venant punir les hommes de leurs méfaits, mormo, une entité incarnant la peur et le contenu de tous leurs cauchemars, ou encore l'empousa, sorte de succube venant séduire les hommes et les inciter au péché. On brûlait ainsi de la sauge pour éloigner toutes ces influences néfastes. Les Grecs se lavaient en outre régulièrement avec de l'eau infusée de sauge pour se laver des impuretés spirituelles ou psychiques. Ces ablutions étaient censées attirer sur eux la faveur des dieux et leur garantir chance et succès dans toutes leurs entreprises. Les Grecs avaient en outre coutume d'offrir des branches de sauge aux dieux, comme signe de dévotion et de respect. Ces offrandes étaient souvent accompagnées de prières et de demandes de protection, de guérison ou de guidance divine. Certains de leurs rituels funéraires consistaient à purifier le corps de leurs défunts et de protéger leur âme lors de leur passage dans l'autre monde en procédant à des fumigations de sauge autour de leurs dépouilles. Si l'on s'intéresse à leur mythologie, on s'aperçoit que la sauge était associée à la déesse de l'intelligence, Athéna, et à Zeus, en personne. Selon la légende, la sauge aurait été créée par Prométhée, le titan qui aurait volé le feu aux dieux afin de l'offrir aux humains. Lorsque Prométhée a été puni par Zeus pour son crime, Prométhée aurait alors utilisé la sauge, sa création, pour apaiser la colère du roi des dieux. Il a cueilli la sauge et l'a offerte à Zeus comme un acte de réconciliation
espérant que sa douce fragrance calmerait le dieu furieux. En reconnaissance de ce geste, Zeus a alors accordé à la sauge des vertus curatives et protectrices. La sauge était donc tout naturellement associée à la sagesse, celle de Prométhée, une qualité chère à Athéna. On pensait que ceux qui cultivaient et utilisaient la sauge dans leur quotidien étaient bénis par la déesse, et qu'elle accorderait ainsi une formidable clarté d'esprit. Dans certains récits, la sauge était même considérée comme une plante magique, capable de conférer la connaissance et la perspicacité à quiconque la consommait et l'employait à des fins rituelles. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, était la protectrice des héros et des guerriers. Soldats sur le champ de bataille, ou héros, utilisaient de fait régulièrement la sauge pour se protéger des blessures ou faciliter leur guérison. Les Grecs croyaient d'ailleurs fermement que c'était Athéna qui avait enseigné aux mortels l'art de cultiver et d'utiliser la sauge à des fins médicinales. Saviez-vous que la sauge était clairement mentionnée dans l'Odyssée d'Homère? Laissez-moi vous conter cette histoire. Ulysse, au cours de son errance sur la mer Égée, rencontra un jour Circé, une redoutable magicienne, qui lui conseilla de consulter le devin Tirésias aux enfers pour la suite de ses pérégrinations. Elle lui donna alors comme sage conseil de se prémunir de sauge avant ce terrible voyage, afin de se protéger du pouvoir et des sortilèges des morts. Les Celtes avaient eux aussi des croyances et des rituels en lien avec la sauge. Bien que les informations sur les pratiques celtiques soient souvent fragmentaires en raison du manque de sources écrites contemporaines, des études archéologiques, des écrits romains et grecs, ainsi que des traditions orales transmises dans certaines régions, fournissent des indices sur la manière dont la sauge était perçue et utilisée par les Celtes. Dans ses écrits sur la guerre des Gaules, Jules César mentionne certains aspects de la culture celtique, bien que ses observations aient tendance à être plus politiques et militaires que culturelles. Il y décrit pourtant certaines pratiques agricoles et médicinales des Gaulois, qui incluaient très certainement la sauge, puisque cette plante poussait à profusion et à l'état sauvage en Gaule. Il ne serait donc pas étonnant que les Gaulois et les Celtes au sens large aient employé la sauge au quotidien et connaissaient l'étendue de ses vertus. Pline l'Ancien, écrivain romain et botaniste reconnu du 1er siècle, est l'auteur d'une encyclopédie intitulée « Histoire naturelle », dans laquelle il aborde de nombreux sujets, y compris la botanique et la médecine. Pline mentionne explicitement l'utilisation de plantes et remèdes utilisés par les Celtes, dont certaines plantes très aromatiques, sans toutefois en mentionner le nom. Mais il y a de fortes chances que la sauge en fasse partie. Des voyageurs et explorateurs grecs et romains, tels que Pythéas, Posidonios et Strabon, ont écrit sur leur voyage à travers l'Europe, y compris dans les régions habitées par les Celtes. Ces écrits contiennent des allusions ou des mentions occasionnelles de l'utilisation de la sauge par les Celtes. Malgré le peu de sources écrites à notre disposition, toutefois, certains aspects de la culture celtique sont parvenus jusqu'à nous, au travers de différents récits et poèmes. Certains des plus fameux, dont la légende du roi Arthur, ont été par la suite christianisés au Haut Moyen Âge pour davantage correspondre aux préceptes idéologiques du christianisme. Mais là encore, c'est l'archéologie qui nous fournit les preuves les plus tangibles de son emploi chez les différentes peuplades celtiques d'Europe. Des résidus de sauge sur les sites de fouilles et des artefacts associés à des pratiques culinaires ou médicinales encore imprégnées de sauge sont là pour nous prouver que les Celtes, eux aussi, connaissaient bien cette plante, et plus spécifiquement les druides. Ces gardiens des connaissances et praticiens du culte, dont l'essentiel du savoir était transmis de façon orale, de génération en génération, avaient régulièrement recours à la sauge. À la fois dans un but médicinal, mais aussi divinatoire et rituel. La sauge aidait ainsi les druides à guérir les maladies et promouvoir le bien-être. Ces anciens sages auraient été vus par les différents témoins de l'époque, utilisant la sauge durant leurs pratiques rituelles et leurs cérémonies, mais aussi pour soigner tout type de maladies au sein de leur communauté. Des maux allant des troubles gastriques, des maux de tête, du soin des plaies en tout genre aux problèmes de fertilité féminine. Les druides connaissaient effectivement les propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et toniques de la plante,
ce qui en faisait très certainement un ingrédient essentiel de la pharmacopée celtique. En tant que gardiens du savoir et des pratiques cultuelles, les druides semblaient accorder à la sauge de nombreuses qualités, notamment celle d'apporter sagesse et intuition aux hommes, car sa consommation régulière augmente de façon notable concentration et clarté d'esprit, y compris dans la compréhension des secrets de la nature. Par ailleurs, nous savons que les druides employaient fréquemment la sauge pour protéger les leurs des influences néfastes et purifier les espaces sacrés. Ils brûlaient ainsi des branches ou de petits fagots de sauge à l'entrée des bois sacrés ou des espaces consacrés en offrande aux dieux et à la nature, pour en chasser les mauvais esprits et maintenir l'harmonie entre les hommes et la forêt. Cette fumée aromatique puissante servait à élever leur esprit et faciliter vision et transmission des messages subtils des esprits de la nature ou des dieux. Pour eux, la sauge était donc d'une importance capitale pour maintenir constante la connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Ils l'utilisaient ainsi pour chasser les esprits malveillants, tels que les Aeschi. Les Aeschi étaient des êtres surnaturels, souvent décrits comme des fées ou des esprits de la nature. Bien que la plupart d'entre eux aient été bienveillants envers les Celtes, certains Aeschi étaient malgré tout malveillants et capricieux, jouant des tours ou causant des ennuis fâcheux aux humains. Dans la tradition bretonne, l'Ankou est une figure associée à la mort, souvent décrite comme une entité sombre et effrayante qui guidait les âmes des défunts vers l'au-delà. Bien qu'il ne soit pas toujours considéré comme malveillant en soi, l'Ankou peut incarner la peur de la mort et de l'inconnu. Et accrocher des bouquets de sauge au-dessus de sa porte aurait eu le pouvoir de repousser l'Ankou. La Gwarkuribin est une sorte de sorcière ou de spectre, souvent représentée comme une vieille femme hideuse. Elle est associée à la mort et à la malchance, et sa vue était considérée comme un mauvais présage. Aussi portait-on souvent sur soi un peu de sauge lorsque l'on se promenait en forêt, afin d'éviter de rencontrer la sorcière, car on pensait qu'elle ne supportait pas son parfum. Dans la mythologie écossaise, les Sluagh étaient des esprits malveillants ou des âmes damnées, souvent décrits comme des hordes volantes qui rôdaient dans le ciel. Ils étaient parfois associés à la mort et à la guerre, et on croyait qu'ils cherchaient à emporter les âmes des vivants vers l'au-delà, sauf si, bien sûr, on portait un peu de sauge sur soi, auquel cas ces esprits s'éloignaient sans demander leur reste. Parlons à présent de la Banshee. Bien que souvent considérée comme une figure bienveillante aujourd'hui, la Banshee était à l'origine une entité malveillante dans la tradition irlandaise. Elle était associée au présage de mort imminente, pleurant et hurlant pour avertir de la fin prochaine d'un membre de la famille. Aussi se frictionnait-on régulièrement avec de la sauge pour la repousser au loin et apaiser son chagrin. Les Celtes avaient donc une vision du monde où les forces surnaturelles étaient omniprésentes, et ils cherchaient souvent à se protéger des influences néfastes de ces entités à travers diverses pratiques et rituels, dont certains associés à la sauge. C'est ainsi que le rituel de Samhain, toujours fêté de nos jours et plus connu sous le nom d'Halloween, était célébré dans la nuit marquant le début du solstice d'hiver, et revêtait cet aspect que nous lui connaissons bien. La tradition selon laquelle il fallait absolument se déguiser de façon effrayante nous vient des Celtes, qui croyaient ainsi faire peur aux esprits malveillants et aux revenants en colère, qui sortaient en cette nuit pour venir harceler les vivants. Cette tradition n'a donc rien de morbide, mais est plutôt salvatrice. On voulait faire peur aux mauvais esprits. Et puisque la sauge possédait d'après eux des vertus bienfaitrices et protectrices, il y a fort à parier que porter également sur soi de la sauge, ou l'agiter dans l'atmosphère, contribuait ainsi à promouvoir la paix de toute la communauté. Les Celtes avaient eux aussi leur dieu de la santé. Quelques-unes de leurs histoires sont parvenues jusqu'à nous. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, mentionnent la sauge. Dian Cecht était un dieu irlandais associé à la médecine et à la guérison. Sa réputation en matière de guérisseur et fin connaisseur des plantes n'était plus à faire au sein des Tuatha Dé Danann, cette grande famille de dieux irlandais. Son fils, Miar, était également un médecin talentueux et surpassait même son père dans la maîtrise de cette science. Jaloux de ses compétences, Dian Cecht décida un jour de le tuer. Il blessa Miar grièvement, mais miraculeusement, celui-ci parvint à guérir complètement de ses blessures à l'aide de ses onguents. Son père, furieux, attenta de nouveau à la vie de son fils,
mais Mihar se rétablit une nouvelle fois. Diane Kesht fut alors impressionnée par la résilience et les compétences de son fils et finit par reconnaître la supériorité de Mihar dans le domaine de la médecine. Toutefois, sa jalousie n'ayant pas de limite, il réitéra ses tentatives et finit par réussir à éliminer son fils. Mais, même après sa mort, et Mihar étant un dieu, quelque chose de magique se produisit. Des plantes médicinales poussèrent sur sa tombe, notamment de la sauge. Rapidement, on se rendit compte que ces plantes possédaient des pouvoirs de guérison extraordinaires. Les gens venaient de loin pour admirer ces merveilles et obtenir des remèdes issus de la tombe d'un dieu. Ainsi, la réputation de Mihar, en tant que guérisseur exceptionnel, perdura à travers les âges, tout comme la rancune tenace de son père. Il existe une petite variante de cette histoire. Diane Kesht avait aussi une fille, Hermide. Elle était elle aussi versée dans l'art de la médecine et des potions, et tout aussi renommée que son frère. Selon la légende, après la mort de Mihar, ce fut elle, en personne, qui découvrit les plantes guérisseuses sur la tombe de son frère. On raconte même que certaines, dont la sauge, avaient la capacité de faire repousser les parties de corps coupées. Brigid est une autre déesse majeure de la mythologie irlandaise, souvent associée à la poésie, à la guérison et à la fertilité. Elle était vénérée sous différentes formes, notamment en tant que déesse du feu, de la forge et de la guérison. Brigid était souvent invoquée pour obtenir des bénédictions de guérison, en particulier pour les femmes et les enfants, et a souvent été représentée tenant dans sa main de la sauge. Granus était un dieu celtique associé à la santé, à la guérison et aux sources d'eau chaude. Il était vénéré dans différentes régions de l'Europe celtique, et surtout en Gaule. On le représentait souvent sous la forme d'un jeune homme portant un soleil ou une couronne solaire, accompagné parfois d'un serpent ou d'autres symboles associés à la guérison, tels qu'un bâton dont l'extrémité était cerclée de feuilles de sauge. Pour la petite histoire, Granus fut par la suite, consécutivement à la colonisation romaine, assimilé à Apollon, en raison de leur similitude en tant que dieu solaire et de guérison. Ainsi, cultes romains et gaulois fusionnèrent, et Granus fut alors vénéré sous le nom d'Apollon Granus dans certaines régions de Gaule. Souvenez-vous de ce que nous disions tout à l'heure au sujet d'Apollon, et de son lien avec la sauge. Voyez à quel point mythes, légendes et cultures se rejoignent. Les traditions et croyances des natifs américains, étant essentiellement orales et délibérément occultées par la culture occidentale, il est difficile de relater aujourd'hui avec précision noms, légendes et croyances de leur folklore. Nous disposons toutefois de quelques éléments attestant de leur maîtrise de la médecine naturelle et de leur usage raisonné de la sauge en particulier, transmise de génération en génération, et retranscrite par certains écrits de colons européens. Nous savons par exemple que les chamans, gardiens du culte et des traditions à la fois rituelles et médicinales, utilisaient la sauge, qu'ils appelaient « sauge blanche », en raison du duvet soyeux et blanchâtre des feuilles de cette plante, à des fins rituelles. Pour nettoyer les espaces, les personnes ou les objets des énergies négatives ou des influences indésirables. Les chamans brûlaient des feuilles de sauge séchées et leur fumée très aromatique, en enveloppant l'atmosphère de son aura rafraîchissante, purifiait ainsi l'environnement de façon très douce. C'est le grand esprit qui fit don de la sauge aux peuplades autochtones, afin de leur garantir santé et longévité. Cette plante était donc considérée comme sacrée et facilitait la connexion entre les hommes et l'invisible. Les chamans utilisaient la sauge en fumigation lors de cérémonies et de rituels pour établir une connexion avec le monde spirituel, communiquer avec les esprits des morts et de la nature, recevoir des visions de leur part ou obtenir des conseils. Dans de nombreuses cultures précolombiennes et d'Amérique du Nord, la sauge était aussi communément employée lors de rites de passage. Naissances, initiations diverses ou funérailles. Elle célébrait les transitions importantes de la vie d'une personne et honorait par la même occasion les ancêtres, les vapeurs de sauge brûlées faisant le lien entre les deux mondes. Par la suite, les chamans ont agrémenté leurs connaissances
en demandant conseil auprès du grand esprit et de la nature, pourvoyeuse de bienfaits, ainsi qu'auprès des esprits de leurs aïeux, toujours vus comme plus sages et plus savants. Pour les natifs américains, la sauge était également utilisée à des fins médicinales. Les chamans préparaient des décoctions ou des onguents à base de sauge pour traiter divers maux, les douleurs, les infections ou les troubles psychiques. De plus, la sauge était parfois portée ou placée autour du corps des malades, pour assurer la protection contre les mauvais esprits qui profitaient de leur faiblesse pour prendre possession de leur corps. Une de leurs fables est parvenue jusqu'à nous sous le nom de Quête de la sauge blanche. Selon la légende, le personnage principal, dont le nom varie d'une peuplade à une autre, entreprend un long voyage pour trouver de la sauge blanche, également connue sous le nom d'herbe sacrée, afin de sauver les siens d'une terrible contagion provoquée par un esprit malveillant. Cette sauge est considérée comme particulièrement puissante pour la purification spirituelle et la guérison. Béni par le grand esprit, et au fur et à mesure de ses pérégrinations et de ses rencontres avec les esprits de la nature, le héros acquiert suffisamment de sagesse et de savoir pour trouver lui-même le remède salvateur et sauver sa communauté, avant de devenir chaman grâce au conseil du monde invisible. Le monde arabe est riche d'histoires et de textes mentionnant l'emploi de la sauge, à des fins culinaires, rituelles ou médicinales. Nous disposons aujourd'hui de nombreux textes et récits allégoriques attestant de ce fait. Ces traces écrites et fables, transmises sous la forme de contes initiatiques, nous relatent avec beaucoup de poésie le rôle presque magique joué par la sauge au sein de cette culture. Tout d'abord, la sauge était, et est toujours d'ailleurs, largement utilisée dans la cuisine arabe pour aromatiser divers plats, dont le fameux mansaf, un plat moyen-oriental à base d'agneau, de riz, de lait fermenté et de sauge, ou le maklouba, ou makloubé, le kabsa, la molokhia. Ces feuilles sont souvent ajoutées aux soupes, aux ragoûts et aux plats de viande pour ajouter de la saveur et des arômes caractéristiques de ces régions du monde. Mais au-delà de son utilisation culinaire, les Arabes employaient aussi la sauge à des fins médicinales. Nous savons que cette plante tenait une place prépondérante dans la médecine traditionnelle arabe, à la fois pour traiter les troubles gastriques ou les migraines, et pour ses vertus expectorantes, destinées à soulager les affections respiratoires telles que la toux ou le simple rhume. Certains médecins arabes anciens très connus, tels que Avicenne, nom véritable Abu Ali al-Hussein ibn Abd Allah ibn Sina, pardon pour la prononciation, ont en effet écrit sur les propriétés médicinales de la sauge. Avicenne vécut au XIe siècle et était un polymathe persan dont les travaux en médecine, en philosophie, en logique, en métaphysique, astronomie et littérature ont eu un impact formidable sur le développement de la médecine et de la science dans le monde islamique, et au-delà. Dans son ouvrage médical majeur, le Canon de la médecine, Al-Qanun fi al-Tib, Avicenne discute des propriétés médicinales de nombreuses plantes, y compris de la sauge. Il décrit ses utilisations potentielles dans le traitement de diverses affections et en recommande ainsi très souvent l'emploi. Mais c'est surtout son usage rituel et magique qui a laissé une trace notable dans les mémoires, à tel point que certaines croyances perdurent encore de nos jours. Dans les traditions arabes, moyen-orientales, la sauge est utilisée dans des rituels visant à protéger contre le mauvais œil ou d'autres formes de malchance. Elle peut être portée sous forme de talisman ou brûlée pour créer une atmosphère protectrice contre les djinns. Les feuilles de sauge séchées sont alors placées dans des sachets ou des pochettes portées sur le corps, ou utilisées pour confectionner des colliers ou des bracelets protecteurs. La sauge est également brûlée, parfois en compagnie d'autres herbes ou résines, dans des rituels de purification similaires à ceux pratiqués dans d'autres cultures, comme la fumigation des espaces pour éliminer les énergies négatives ou les influences indésirables. Dans ce but, la sauge était par ailleurs consommée sous forme de tisane ou d'infusion, car on croyait que boire du thé à la sauge aidait à repousser les djinns ou renforcer son esprit contre leurs tromperies et leurs tentations. La sauge revêt en outre un aspect plus symbolique, au travers des nombreux contes et légendes arabes.
On lui prête notamment le pouvoir d'accorder sagesse et sagacité à son utilisateur. Elle devient tour à tour objet de quête, attribut magique ou récompense. Pour illustrer cela, voici par exemple le conte de la sauge magique. Le conte de la sauge magique est une histoire populaire arabe qui raconte l'histoire d'un homme nommé Haroun al-Rachid, un calife abbasside du 8e siècle, et de son vizir, Jafar ibn Yahya. Selon la légende, un jour, Haroun al-Rachid et Jafar se promenèrent dans les rues de Bagdad déguisés en commerçants pour observer la vie quotidienne de leur peuple. En chemin, ils furent accueillis par une vieille femme qui les invita chez elle pour partager un repas. Reconnaissant l'hospitalité de la vieille femme, Haroun al-Rachid et Jafar acceptèrent son invitation. Pendant le repas, la vieille femme servit à ses invités un plat de viande particulièrement délicieux, assaisonné d'une herbe mystérieuse. Intrigué par le goût unique de la viande, Haroun al-Rachid demanda à la vieille femme quelle était cette herbe fabuleuse. La vieille femme répondit qu'il s'agissait de la sauge magique, une plante rare dont les feuilles avaient le pouvoir de rendre son possesseur invisible. Haroun al-Rachid, désireux de posséder cette plante magique, offrit à la vieille femme une somme d'argent faramineuse, en échange de quelques feuilles de sauge. Cependant, la vieille femme refusa de lui vendre la sauge, affirmant qu'elle ne pouvait être obtenue que par des moyens justes et méritants. Déterminés à obtenir la sauge magique, Haroun al-Rachid et Jafar partirent à la recherche de la plante eux-mêmes. Après de nombreuses aventures et péripéties, ils finirent par trouver la sauge magique et l'utilisèrent pour accomplir divers exploits, notamment résoudre des problèmes politiques et aider des personnes dans le besoin. Cependant, à mesure qu'ils utilisaient la sauge magique, Haroun al-Rachid et Jafar réalisèrent que le véritable pouvoir résidait non pas dans la plante elle-même, mais dans l'intention juste et la bonté de cœur avec lesquelles elle était utilisée. Ils apprirent que la véritable magie résidait dans la compassion, la générosité et la justice, et que ces qualités étaient bien plus précieuses que n'importe quelle plante soi-disant magique. Cela illustre le fait que la sauge, dans la culture arabe, se pare de nombreuses vertus, mais aussi se mérite et constitue pour les hommes un véritable trésor. Au Moyen Âge en Europe, chacun était libre de faire pousser de la sauge. Herboristes, apothicaires ou même gens du commun pouvaient à loisir cultiver cette plante pour ses propriétés médicinales et culinaires. Mais sa culture était principalement l'apanage des moines, qui, dans leur monastère, jouaient un rôle important dans la préservation et la propagation de nombreuses plantes médicinales, y compris la sauge. Les moines étaient souvent de fins érudits et praticiens de la médecine. Et les jardins des monastères étaient alors utilisés pour cultiver une grande variété de plantes médicinales, à la fois pour leurs propres besoins, mais aussi pour ceux de la communauté. Les moines bénédictins, en particulier, étaient réputés pour leurs jardins de plantes médicinales et aromatiques, où la sauge était souvent cultivée. Les monastères avaient accès à des connaissances médicales et botaniques avancées pour l'époque, car ils étaient impliqués dans la rédaction et la copie de manuscrits venus de tous horizons, dans lesquels la sauge était fréquemment mentionnée pour ses propriétés curatives. Ces textes ont contribué à la diffusion des connaissances sur la sauge et d'autres plantes médicinales à travers toute l'Europe médiévale. On pensait ainsi que mâcher des feuilles de sauge pouvait guérir la peste, les maux de gorge, les rages de dents ou les inflammations des gencives. On la faisait souvent bouillir dans de l'eau pour faire un rinçage buccal ou une décoction, avec laquelle on se gargarisait. La sauge était par ailleurs considérée comme un remède efficace pour les problèmes digestifs tels que les ballonnements ou les douleurs abdominales. Pour cela, on la consommait sous forme d'infusion ou d'extrait, afin de bénéficier de ses propriétés carminatives et antispasmodiques. La sauge était également réputée pour stimuler l'appétit et favoriser la digestion. On la consommait parfois avant les repas pour aider à préparer l'estomac à la digestion des aliments. Les femmes y avaient recours pour soulager les symptômes menstruels, les crampes abdominales ou les saignements abondants. Teinture ou extrait étaient employés comme tonique général astringent contre la fatigue. Bénéfique pour les affections respiratoires telles que la toux,
le rhume et la congestion nasale, la sauge était bouillie dans de l'eau, puis ses vapeurs inhalées afin de se débarrasser des mucosités infectieuses. Du point de vue des croyances, on pensait que porter un sachet de sauge séché sur soi avait le pouvoir de protéger contre les mauvais sorts et le diable. À cette époque, il était courant de planter de la sauge près de chez soi, également dans ce but. Dans certains contes populaires européens, la sauge était mentionnée comme étant récurrente dans la préparation de potions ou remèdes concoctés par les sorcières ou les guérisseurs païens. Elle pouvait tantôt être utilisée à des fins bienfaisantes, mais aussi pour lancer des sorts et jeter des malédictions, ou bien encore pour conférer des dons magiques à quiconque la possédait ou la consommait. Par exemple, certaines histoires populaires, dont l'origine, le nom, ainsi que celui des protagonistes se sont perdus à travers les âges, racontent souvent l'histoire de vieilles sorcières qui utilisent la sauge pour concocter des potions qui confèrent la sagesse éternelle à celui qui la boit, ou bien encore celle de guérisseurs vivant dans la forêt, qui emploient des feuilles de sauge pour soigner les malades ou protéger les villages contre les épidémies. La sauge est régulièrement associée à des personnages légendaires ou mythiques. Ces héros ou héroïnes doivent chercher une plante magique, souvent la sauge, pour accomplir une quête ou vaincre un monstre fabuleux. La sauge peut alors symboliser la sagesse, la protection ou la guérison, des qualités nécessaires pour surmonter les épreuves et atteindre le succès. Bien que ces contes ne soient pas basés sur des récits historiques ou des traditions spécifiques, ils reflètent néanmoins les croyances et les perceptions populaires associées à la sauge dans certaines cultures européennes. La sauge est ainsi saluée pour ses pouvoirs magiques et ses vertus bénéfiques, ce qui renforce son importance symbolique dans l'imaginaire collectif. Voici pêle-mêle quelques-uns d'entre eux. La petite fée de la sauge. Ce petit conte folklorique français raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre une petite fée vivant parmi les plants de sauge dans son jardin. La fée lui accorde alors 3 vœux, en échange de sa gentillesse envers la nature. La sorcière de la montagne de sauge. Ce conte allemand nous parle d'une sorcière maléfique qui habitait au sommet d'une montagne recouverte de sauge. Les villageois devaient affronter la sorcière pour obtenir des herbes magiques nécessaires à la guérison d'une maladie terrible qui frappait leur communauté. Le guérisseur et la potion de sauge. Il s'agit d'une légende irlandaise qui relate l'histoire d'un guérisseur qui utilise une potion à base de sauge pour guérir le roi de son pays, gravement malade. La quête de la sauge d'or. Voici un conte britannique dans lequel un jeune héros entreprend une quête périlleuse pour trouver la légendaire sauge d'or, une plante magique qui confère la sagesse éternelle à celui qui la possède. La sorcière et la sauge ensorcelée. Ce conte italien évoque une sorcière maléfique qui utilisa une sauge ensorcelée pour jeter un sort sur le royaume voisin. Les héros de ce récit doivent alors trouver un moyen de briser le sort en trouvant une sauge pure et non contaminée. Et il en existe encore bien d'autres. Cela prouve que la sauge et sa dimension cultuelle et mystique n'a pas disparu au Moyen Âge. Elle perdure même encore de nos jours. Voici de quelle façon. La Wicca est une religion néo-païenne moderne qui trouve ses racines dans les anciennes traditions pré-chrétiennes, et notamment celtes. Elle a fait son apparition dans les années 50, en Grande-Bretagne, et met l'accent sur la vénération de la nature, l'équilibre entre les forces masculines et féminines, représentées par certains dieux et déesses, et la pratique de la magie. Les Wiccans célèbrent généralement 8 festivals saisonniers appelés sabbats, ainsi que les cycles lunaires. Et dans les pratiques Wicca et New Age, la sauge est utilisée à des fins de purification, de protection et de spiritualité. La Wicca est une religion diversifiée, et il existe plusieurs traditions et branches au sein de cette pratique. Les Wiccans ont des rituels et des croyances variées, mais néanmoins, beaucoup partagent des valeurs communes telles que le respect de la nature, l'égalité et la responsabilité personnelle dans la pratique de la magie. Chez eux, la sauge est utilisée pour purifier l'énergie des espaces, des objets rituels et des personnes. Ce processus de fumigation est connu depuis longtemps, nous l'avons vu, et implique de brûler des feuilles de sauge séchées et de laisser la fumée se répandre dans l'air pour éliminer les énergies négatives
les influences indésirables, les blocages énergétiques et favoriser l'harmonie et l'équilibre intérieur. Dans les pratiques New Age axées sur le développement personnel et la croissance spirituelle, la sauge est en effet considérée comme un outil pour nettoyer les énergies stagnantes et encourager la clarté mentale et émotionnelle. La sauge protège et crée une barrière énergétique autour d'un lieu, d'un objet ou d'une personne. Certains pratiquants de la Wicca utilisent ainsi la sauge pour consacrer les espaces, avant leur rite ou leur méditation. Lors des célébrations et des rituels wiccans, la sauge est une offrande aux dieux et aux déesses. Elle entre dans la composition de sorts ou de rituels visant à attirer des énergies positives ou à manifester des intentions spécifiques. Dans la pratique du Wicca, plusieurs divinités sont à l'œuvre, comme Athéna, la déesse grecque de la sagesse, de la guerre stratégique et des arts. Souvenez-vous de ce que nous disions tout à l'heure à son sujet et de son lien avec la sauge. Artémis, la déesse grecque de la chasse et de la nature, est parfois associée à la sauge en raison de son lien avec les plantes médicinales et les herbes utilisées dans la guérison. Elle est vénérée en Wicca pour ses affinités avec la forêt. Forêt considérée comme sacrée pour les praticiens de ce culte. Dans la tradition wiccane, Hécate est importante et vénérée comme une déesse de la magie, de la sorcellerie et des mystères. La sauge est utilisée dans les rituels en son honneur, car elle accorderait la purification et sa protection divine aux praticiens les plus méritants. Brigide, la déesse celtique associée au feu, à la poésie, à la guérison et à la forge, est elle aussi vénérée dans la tradition wiccane. La sauge consacrée est alors offerte à Brigide pour obtenir ses faveurs. Mais nous pouvons encore citer Cernunnos, Freya, Déméter. La Wicca, ses croyances et pratiques variant énormément d'une culture et d'une région à l'autre, se déclinent ainsi de nos jours sous de nombreuses formes. Il est assez amusant de constater que ces pratiques modernes s'appuient sur les divinités antiques, autrefois considérées comme païennes, pour les relier à la nature et à ses bienfaits. Presque comme si, d'une certaine façon, on reconnaissait la valeur des connaissances de nos ancêtres en la matière et cherchait ainsi à les retrouver. Mythes et légendes autour de la sauge sont évidemment très intéressants, mais que dire du savoir médicinal des anciens? Avaient-ils réussi à percer les secrets de cette plante? Et l'employaient-ils tout aussi justement? Eh bien oui, absolument. Et c'est là un autre sujet fascinant. La science moderne s'est bien entendu intéressée à la sauge et à ses vertus. Aujourd'hui, nous avons la preuve de ses formidables bienfaits pour la santé, à commencer par ses propriétés curatives et antimicrobiennes. La sauge contient en effet des composés bioactifs puissants, tels que l'acide rosmarinique, l'acide ursolinique et les flavonoïdes, qui ont des propriétés antimicrobiennes à large spectre. La sauge en elle-même, ou ses médicaments dérivatifs contenant de l'acide rosmarinique, sont à l'heure actuelle utilisés pour traiter les infections de la gorge et de la bouche, les angines, les gingivites, les stomatites, les infections dentaires et les aftes. Il a été prouvé que la sauge luttait efficacement contre les bactéries Gram+, les staphylocoques dorés et les streptocoques. Elle soigne ainsi très bien les plaies, les escarres, les ulcères cutanés et même les mycoses, car il se trouve qu'elle est aussi cicatrisante. C'est en outre une antivirale puissante, utile en cas d'herpès, de condylome, de méningite virale, névrite et gastro-entérite virale. Elle s'avère également particulièrement efficace contre les infections urinaires et les cystites. Les acides rosmariniques et ursoliniques ont par ailleurs des vertus anti-inflammatoires. La sauge lutte ainsi contre tout type d'inflammation dans le corps. De quoi venir en aide à toute personne souffrant de pathologies de terrain de type arthrite ou maladie chronique intestinale, maladie de Crohn, syndrome métabolique, etc., mais aussi d'inflammation tissulaire, telle que la cellulite. La sauge est d'une efficacité remarquable sur tout type de problèmes digestifs, tels que les ballonnements, les crampes abdominales et les crampes stomacales ou intestinales. Ces propriétés carminatives peuvent aider à soulager l'inconfort digestif en favorisant la digestion et en réduisant les spasmes intestinaux. Elles soulagent colite, diarrhée et constipation.
En cas de syndrome grippal, de rhume, sinusite ou bronchite, la sauge aidera à se débarrasser des mucosités et à mieux expectorer. Et en améliorant la plasticité des vaisseaux sanguins, elle aidera à lutter contre les varices et les hémorroïdes. La sauge est adaptogène et a une action positive sur la glycémie, c'est-à-dire qu'elle augmente ou fait baisser le taux de glycémie sanguine en fonction des besoins de l'organisme, ce qui en fait une alliée précieuse en cas de diabète, par exemple. Cette plante contribue en outre à diminuer les symptômes désagréables liés à la ménopause. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, sautes d'humeur et irritabilité. Des études cliniques ont montré que la prise de compléments à base de sauge pouvait réduire significativement la fréquence et l'intensité de ces symptômes chez les femmes ménopausées. Antisudorale, elle est aussi préconisée en cas de transpiration excessive propre à cette période de transition féminine. Pour les femmes en âge de procréer, la sauge s'avère être héménagogue et œstrogénomimétique. Elle soulagera ainsi les troubles menstruels, les problèmes d'irrégularité de cycle et les douleurs prémenstruelles. En mimant l'action des œstrogènes dans le corps, elle peut contribuer à rééquilibrer hormonalement les femmes en déficit œstrogénique et qui auraient du mal à enfanter. Certaines études suggèrent que la sauge pourrait même améliorer la fonction cognitive et la mémoire, notamment chez les personnes âgées. L'aromathérapie quantique, qui étudie les effets sur le psychisme des huiles essentielles en fonction de leur résonance vibratoire, a découvert des vertus dans les huiles essentielles de sauge qui rejoignent de façon étonnante les anciennes croyances tournant autour de cette plante. En aromathérapie, on utilise justement deux types de sauge, la sauge sclarée et la sauge officinale. La première étant davantage indiquée pour soulager les troubles féminins liés à la ménopause ou au cycle menstruel. Mais la seconde a un spectre d'action plus large. Des recherches ont montré que la sauge officinale contenait des composés qui pouvaient avoir un effet bénéfique sur la santé du cerveau en améliorant la concentration et la mémoire à court terme. Thuione, bornéol, camphre, cinéole, tanin, l'acide rosmarinique en l'occurrence, diterpènes et flavonoïdes, lutéoléine, apigénine et acide ursolinique. Ces composés améliorent circulation sanguine et oxygénation des cellules cérébrales. Ceux qui contribuent à clarifier l'esprit, réfléchir plus efficacement, améliorer la mémoire et chasser les pensées négatives. Les anciens associant certainement ces pensées à de mauvais esprits ou des démons. La sauge stimule et éveille en outre le chakra couronne, qui nous relie au monde spirituel ou au monde divin. Mais comme toute plante médicinale, la sauge aura elle aussi quelques contre-indications. En raison de son action antigalactogène et œstrogénomimétique, femmes enceintes et allaitantes ne devront pas consommer trop de sauge, du moins pas sans un avis médical. Même chose pour les personnes souffrant de cancers hormonodépendants ou de mastose. Les huiles essentielles de sauge sclarée et officinale sont déconseillées aux épileptiques, ainsi qu'aux personnes en insuffisance rénale. La sauge ayant également des propriétés anticoagulantes, elle peut augmenter le risque de saignement chez les personnes ayant des troubles de la coagulation sanguine ou prenant des médicaments anticoagulants. Hypertendus ou personnes souffrant de pathologies cardiaques devra également consommer la sauge ou l'employer en huile essentielle avec une extrême précaution. Comme avec toute plante, certaines personnes peuvent être allergiques à la sauge. Les réactions allergiques se manifestent par des éruptions cutanées, des démangeaisons, des gonflements ou des difficultés respiratoires. Si vous avez des antécédents d'allergie aux plantes de la famille des Lamiacées, comme la menthe, le romarin ou la lavande, il est préférable de l'éviter. La sauge peut interagir avec certains médicaments, notamment les médicaments pour la thyroïde et les antidiabétiques. Si vous prenez des médicaments régulièrement, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de consommer de la sauge. La sauge n'est généralement pas recommandée non plus pour les enfants de moins de 6 ans et les nourrissons, car ses effets sur ces groupes de population ne sont pas bien étudiés. Il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant de leur donner de la sauge. Ne trouvez-vous pas cela fascinant, de voir à quel point les anciens, tout type de cultures confondues, sont parvenus à découvrir chacun des bienfaits thérapeutiques de cette plante et l'employer à bon escient dans le traitement de leurs maux?
Il y a une leçon à tirer de toutes ces histoires. C'est que la science moderne, tout aussi efficace qu'elle soit dans l'élaboration de remèdes complexes, doit beaucoup à la sagesse des anciens, qui n'ont pas attendu d'avoir des appareillages compliqués pour trouver des solutions, et des traitements salvateurs leur garantissant bonne santé et bien-être en général. Cette vidéo leur rend hommage, ainsi qu'à la nature, pourvoyeuse de tant de bienfaits. Et ce n'est pas se tromper, je pense, que de croire qu'encore de nos jours poussent auprès de nous des remèdes insoupçonnés, capables de sauver de nombreuses vies. Alors, dites-moi, ça vous dit une petite tisane de sauge avant de partir? À la prochaine!